Pendant plusieurs années, Isabelle Weckstein, avocate, et moi-même, Mohamed Hulad, cinéaste, nous sommes intervenus auprès d'élèves de lycées de la banlieue parisienne pour les questionner sur les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Nos origines et nos parcours personnels nous ont amenés à nous interroger sur les raisons du malaise identitaire de notre société. Pour mieux comprendre ce qui est en jeu, il nous a paru important d'écouter ces jeunes sans les juger. Cette démarche a donné lieu à une expérience inédite qui a fait émerger une parole libre, décousue et parfois choquante. Alors, l'un de nous est réalisateur, journaliste, producteur, l'autre est avocat, et l'un est juif, l'autre arabe. Voilà. Et donc... Alors, qui est qui? Moi, je dis que c'est lui l'arabe. Lui. Je sais pas, il est peut-être arabe un peu. Moi, je dirais que vous êtes 100% juif. Ouais. Déjà, votre coupe. Ouais. Mais on ne reconnaît pas les juifs à la coupe quand même. Par rapport au nez. Parce que la plupart des juifs, ils ont le même nez. Le même nez que moi. Que vous. D'accord. C'est-à-dire un nez comment? Une bosse. Une bosse. Et les sourcils aussi. Vas-y, C'est pas pareil. En fait, les juifs, ils ont toujours des sourcils assez épais. Et c'est vous, l'arabe. D'accord. Alors, La maghrébine. pourquoi je suis maghrébine? Explique. Pas de raison particulière, c'est juste mon instinct qui me dit ça. Bon, alors, la solution, c'est qu'il est arabe et je suis juive. Est-ce que vous avez rencontré des situations de racisme, de rejet dans la vie quotidienne? Par exemple, un jour, j'étais à une manifestation avec ma soeur et on était dans un coin tranquille, on faisait pas de chahut. Et il y a un policier, il est venu voir ma soeur et il lui a dit allez cours. Et il lui a tiré un coup de flashball alors qu'elle avait rien fait. Donc voilà, ça aurait pu être quelqu'un d'autre que ma soeur. J'en suis sûre, c'est parce qu'elle portait le voile ou un truc comme ça. Ah ouais. On va voir 5, on va dire blancs, on va dire blancs, rentrer dans un magasin. Les vigiles ne vont rien dire, mais dès qu'ils vont voir 5 noirs ou 5 arabes rentrer, ils vont tout de suite focaliser, ils vont se dire, voilà, ils vont avoir peur, ils vont nous suivre, alors que non. Donc, tu veux dire que le préjugé, c'est que les Noirs et les Arabes vont voler. Donc, c'est pour ça qu'on les suit. Oui, voilà, ils croient trop, ils croient trop, or que c'est pas vrai. Donc, et ça nous met mal à l'aise. À chaque fois qu'on est dans le métro ou on est dans la rue et qu'il y a des policiers qui passent et que on va dire qu'il y a des jeunes, soit des Arabes ou soit des Noirs, une bande, et ben ils vont les contrôler comme ça, alors qu'ils n'ont rien fait. Un jour, j'étais partie chercher un stage, j'étais en 3e, avec une de mes copines, et c'était une blanche. Moi, je suis partie, on m'a dit non. Ma copine, elle est partie 5 minutes après, on lui a dit oui. Je me sentais un peu bête. Tu as fait quelque chose? Tu as réagi, tu as fait quelque chose? Oh, je m'en fous. Hein. Tu t'en fous? Non. Je m'en fous complètement. Mais la personne ne va pas me prendre parce que je suis noire, elle a qu'à aller se faire foutre. Ah. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est vous demander de faire des associations de mots entre des origines et ce qu'on dit habituellement sur les gens. Qu'est-ce qu'on associe comme préjugé, comme qualificatif désagréable, négatif au mot arabe? Les Arabes, c'est des braqueurs, voleurs, égorgeurs. Les Arabes, c'est des racistes. Délinquants aussi, des fois. Délinquants. Pourquoi des fois? On entend aussi souvent autre chose comme préjugé sur les Arabes. Qu'est-ce qu'on dit en ce moment beaucoup? Terroristes. Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, des Noirs? Des singes. Des singes, comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, des sauvages. Ah oui, on dit que les Noirs, ils sont pauvres. Ils sont sales, surtout. Alors, on va revenir sur les mots que vous avez sortis pour voir si c'est vrai, pas vrai. Les Arabes sont des voleurs et des terroristes et des délinquants, j'ai entendu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai, La plupart, ça dépend des gens. Tous les Arabes sont des voleurs? C'est faux. Le fait d'être arabe n'est pas synonyme de voleur ou dealer, on est d'accord? Ni terroriste. Oui, non? Oui. Est-ce qu'on vous traite de sale arabe, sale noir? Entre nous, oui, mais pas... Mais entre vous, alors vous traitez comment?
Ça alors, ça va. Parce qu'on en rit parce que comme on sait que les gens ils parlent de nous comme ça, donc ça nous fait rire, on en rit en faute. Ça te fait rire quand on dit ça à l'arabe, toi? Si c'est toi tu me dis ça, je vais rien dire. Mais si c'est Si quelqu'un c'est qui dit et qui pense vraiment. Voilà, alors justement, est-ce que vraiment c'est drôle, même si c'est quelqu'un que tu connais? Ça vous gêne jamais, même quand vous dites? Ah si, ça gêne. Hein? Ça gêne. Mais je trouve que votre sens de l'humour, il est limité quand même. Parce que si on s'arrête à ça l'arabe, ça nègre, on va pleurer. Dans ce cas, tous les jours, on va pleurer. Quand ils me traitent de macaque, je le frappe, par exemple. Ah, toi, tu leur dis macaque aussi? C'est un mot familier, il dit macaque à tout le monde. Et toi, ça te fait rire? J'aime pas quand il dit ça, mais ça, je le prends pas mal. Quoi. Mais tu n'aimes pas qu'il dise ça? Non, Pourquoi? parce que j'aime pas ce mot. Tu vois qu'elle aime pas ça? Ah, mais elle prend pas mal. Ouais, mais t'en sais rien. Thierry. Pourquoi ces jeunes ont-ils intégré un discours raciste? Comment se fait-il que les victimes du racisme en utilisent le vocabulaire? Vous avez remarqué, sans doute, la représentation négative d'eux-mêmes. Elle est énorme. Quand ils parlent d'eux comme arabes, noirs, c'est délinquants, c'est très négatif. Il faut distinguer, pour des jeunes adolescents, un moment de passage très important entre ce qu'on appelle l'identité primaire, celle qui est donnée par les parents, par la religion. Ça, c'est l'identité primaire, l'identité dans laquelle ils ont été élevés. Et puis, le passage à ce qu'on appelle l'identité secondaire, c'est-à-dire l'identité sociale, politique. C'est pour ça que l'école est le lieu même où se construit ce passage de l'identité primaire à l'identité secondaire. Je me demande toujours, moi je me pose toujours la question, si les enseignants sont formés pour affronter ça. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr quand on voit les difficultés qui augmentent et souvent les enseignants qu'on y met, certains font un travail absolument exceptionnel. Mais beaucoup sont en difficulté, ils sont démunis, ils ne sont pas formés. Et ensuite, comme vous savez, l'État a cassé la formation des enseignants. Donc, comment construire l'enseignant? Il donne un savoir, mais à travers ce savoir, il donne autre chose. Il permet cette transition. Moi, je suis né en 93. J'ai été scolarisé jusqu'à milieu de mon adolescence à Saint-Denis. J'ai fait toute mon école primaire, une partie de mon collège. Et dans mes souvenirs, bon, il y a toujours la projection du souvenir, mais dans mes souvenirs, c'était une époque, c'était à la fin des années 80, début des années 90, où il existait, dans les banlieues, une vraie mixité sociale, j'ai envie de dire presque caricaturale, où on a 25, 25, 25, 25. Et puis, il y a aussi, je pense, dans leur esprit, une très mauvaise définition du racisme, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre définition. Pour eux, le racisme a plusieurs vitesses. Le vrai racisme, c'est le blanc qui rejette l'autre. Si c'est un racisme entre noirs et arabes, vu que c'est pas du racisme, puisque c'est entre eux. Au bout d'un moment, on essaie de prendre ça avec beaucoup de second degré, beaucoup de recul, parce qu'ils ont intégré ce racisme. Les gars, ça fait des mois qu'on parle des philosophes des Lumières, de la République, de l'émancipation, tous ces siècles de civilisation, pour qu'on arrive en classe à s'appeler « Eh Bougnoul, passe-moi ta gomme, mais de rien le singe ». Voilà. Donc on essaie de prendre du recul, un peu d'humour, parce qu'à la limite, il arrive un moment où il vaut mieux en rire. Mais peut-être que c'est leur forme d'ironie aussi, que ça nous c'est sinistre. Ça nous échappe, je sais pas. Parmi les préjugés sur lesquels on a travaillé, il y en a un qui a la peau dure. Les Juifs sont riches et radins. Que pensez-vous de ce qu'on appelle l'antisémitisme de banlieue? Et est-ce que vous avez été confronté en tant que prof à cet antisémitisme? Je pense que c'est quand même la victimisation de soi, pour moi, cette chose. C'est que ils cherchent qui est responsable de leur propre misère.
c'est plus difficile de le responsable autour de soi à chercher, c'est plus difficile. Parce que je dis, il n'y a pas que les enfants, ça fait aussi leurs parents, ce discours. Hein. J'ai le sentiment qu'Internet joue un rôle C'est Internet. maintenant. C'est Internet. Sur cette capacité à piocher n'importe quelle information sur n'importe quel site et à prendre tout pour argent comptant. Ils parlent souvent du travail, le job. Ils vont vous dire, oui, mais les patrons, c'est des juifs. À la télévision, les animateurs, les directeurs, c'est des juifs. Et puis ils décident quelle émission va passer, etc. Pour eux, ils sont à la tête, ce sont des décideurs. Voilà. Les gamins avaient une rédaction à faire en français et je me suis retrouvé avec une diatribe d'1 page et demie d'un antisémitisme. Mais c'était... Mais même dans les années 30, on n'écrivait pas des trucs comme ça. C'était vraiment terrible, 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 terrible. Et vous avez discuté avec lui? Non, j'ai pas discuté particulièrement avec lui parce qu'il y avait aussi tout un contexte avec la classe, une classe que j'ai gardée 4 ans. Et j'ai vu à partir du milieu de la classe de première une dérive que je qualifierais bien d'islamiste et qui vraiment, ça devenait très... Et ça devenait de plus en plus compliqué. Parler de Voltaire et de Candide, par exemple, ça a été très compliqué. Très compliqué. C'est pas une façon de baisser les bras face à par exemple, face à une copie pareille. Oui. Enfin, c'est pas un reproche. Oui, non, mais si, bien sûr, c'est baisser les bras. C'est tellement énorme que oui, c'est baisser les bras. Mais on est pris en tenaille ici. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment d'être pris en tenaille entre notre travail. On a un travail à faire, on est professeur, on a un programme à respecter, on a des enseignements à transmettre. Et puis, tout ce qui nous arrive. En même temps, il y a tout ce qui arrive à ces jeunes aussi, et qui du coup nous le recommuniquent et nous le renvoient, alors que ce soit des propos absolument atroces ou des dérives antisémites ou islamistes. Moi, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, je suis tout seul devant tous ces jeunes. Voilà, je suis tout seul dans ma classe pendant 55 minutes. Tout seul, je n'arrive que rarement à renverser la vapeur. Peut-être que j'arrive à renverser la vapeur pour un, au fond, qui n'a rien dit. Dans ce cas-là, j'aurais gagné. Et qu'est-ce qu'on dit sur les juifs? On dit que les juifs, ils sont riches. Les juifs, c'est un peu des crevards. En fait, ils aiment pas partager. Et ils sont campagnards, en fait. C'est tous que la famille. Donc voilà, quoi. Crevard, ça veut dire qu'ils partagent pas. Tu donnes à personne. Ils partagent pas, donc ils sont radins, quoi. Ils gardent tout pour eux, quoi. Voilà. Et entre nous, même si on n'est pas juif, on se le dit. Arrête de faire ta feu, j'arrête de faire ta... Ça, c'est devenu une expression, en fait. Toi, tu penses que les juifs sont radins? Mais ça repose sur quoi? C'est ton expérience des juifs que tu connais? Non, mais pas... Non, j'en connais pas... T'en connais combien? 2, 3. Ah, alors tu connais 2, 3 juifs. Est-ce que les 2, 3 sont radins? Non. Ah. Tout ça, c'est des préjugés, tout ce qu'on est en train de dire. Ouais. C'est des préjugés, mais c'est un peu vrai. Pourquoi? Parce que ça se voit comment ils sont classe. Leur voiture. Voilà, vous voyez leur baraque, enfin leur maison. Pourquoi tu connais toutes les maisons de tous les juifs en Non, France? j'en connais. T'en connais combien? Je connais une famille. Tu connais une famille, d'accord. Et leur maison, elle est belle. Elle est grande. Elle est grande et belle. Donc tu connais. Moi, je pense que les juifs là, qui viennent du Maghreb, ils sont moins radins que ceux qui viennent directement d'Israël. Non, ils sont moins radins, parce qu'ils ont grandi avec les Arabes. T'en connais beaucoup des juifs qui viennent d'Israël? Moi, émigrés ici? Oui. Beaucoup? Non, moi, j'en connais pas, mais c'est sûr qu'il y en a. C'est comme nous, les Arabes, on vient d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. C'est sûr que les Juifs, c'est la même chose. C'est quoi Israël? T'as quoi comme image d'Israël? La guerre. La guerre? Mais c'est normal parce qu'il y a la guerre, ils sont obligés de se réfugier en Europe. D'accord. Moi, je veux savoir pourquoi vous passez les Juifs toujours par des victimes. Qui? Enfin, c'est toujours eux, les victimes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Vas-y. Je sais pas, parce que tout le temps, vous le défendez, je sais pas. Est-ce que tu parles en général que les Juifs, on les présente? D'accord. Alors, donc ils se présentent comme des victimes. Par exemple, tu as des exemples, des choses que tu as entendues à la radio, que tu as lues, que tu as... Sur quoi, par exemple? Je sais pas, ils les défendent tout le temps, pour moi. Mais qui, ils? La société. La société.
Si certains jeunes tiennent des propos incohérents et antisémites, d'autres ont accepté de se rendre au mémorial de Drancy pour y rencontrer Ginette Kolinka, rescapée des camps de concentration et qui a transité par Drancy. Nous avons voulu leur montrer comment la haine antisémite avait mené à l'horreur absolue. En quoi on peut dire que la forme de ce bâtiment est propice et adaptée à l'emprisonnement? C'est fermé. Parce que c'est fermé, en tout cas, il y a simplement une ouverture. Il suffit de fermer un côté pour que véritablement ça fonctionne en circuit fermé. Regardez par ici. Vous devinez bien que si dans cette exposition il y a une grande baie vitrée, c'est pas pour contempler le paysage de Drancy, mais c'est qu'a priori il y a quelque chose à voir en face. Qu'est-ce qu'on regarde? Le U. Le U. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Bah oui. Bah oui. Hein? Le bâtiment en U a donc été conservé. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Une cité. Est-ce que d'ici, vous voyez des éléments qui pourraient donner des indices aux habitants précisément pour montrer qu'il s'est passé quelque chose? Il y a un wagon. Le wagon, à votre avis, il évoque quoi? La déportation. La déportation. Vous pouvez là voir le trajet de ces convois de Drancy, principalement à Auschwitz. Ça, c'est le trajet qu'a fait Ginette Kolinka, que vous allez rencontrer tout à l'heure. C'était 3 jours et 3 nuits dans des wagons semblables à celui que vous voyez ici, des wagons à bestiaux, sans fenêtre. Il faut s'imaginer à l'intérieur sans siège, sans toilette, sans nourriture, où ils étaient 50 à 70 entassés dans ces wagons. À Drancy, on va y rester jusqu'au 13 avril. Le 12, on nous prévient que c'est le départ. Donc, le 13, on est là, le matin, 6 heures du matin. Il y a un train devant nous, un train de marchandises. Et je me dis que ce train de marchandises, il n'est pas pour nous. Il va partir. Il va y avoir un train de voyageurs qui va arriver que des 3e classes, ça c'est sûr. Eh bien non. Il est pour nous. Dès qu'on est monté, les portes ont été verrouillées, c'est après qu'on s'est installé. Et puis maintenant, le train est parti. Je n'ai pas de souvenir du voyage. Je pense que, est-ce que le temps m'a semblé long? Est-ce que ça ne m'a pas semblé long? Comment j'ai supporté? Je ne pourrais pas vous le dire parce que ça, je n'ai pas de souvenir. En tous les cas, maintenant, le train s'arrête, les portes sont déverrouillées. Et il y a des hommes qui sautent et qui nous éjectent. Ils ont les ordres. Il faut qu'on descende vite des wagons. Il faut laisser toutes les affaires dans les wagons. Et maintenant, on est dans le camp, carrément. On nous emmène dans une salle. Et là, c'est le commencement seulement de l'enfer, s'il est comme ça. Des choses impensables, inimaginables, c'est-à-dire inimaginable, vous faites vos besoins 100 personnes à la fois, vous couchez dans des espèces de niches où vous êtes minimum 6 dans une niche qui fait peut-être, vous voyez, la table est beaucoup plus large que une niche, vous voyez, ça fait à peu près ça, eh bien, on est 6 dans une niche comme ça, et vous êtes, donc, on ne peut pas être couché côte à côte, on va être 3 devant, 3 derrière, c'est sur 3 niveaux, vous n'avez pas la place de vous mettre assise, si vous êtes assise, vous rentrez, il faut mettre la tête vers vos genoux, ils nous ont fait vivre là-dedans, sur des paillasses, sans drap, une couverture que même un chien, je crois, n'aurait pas dormi dessus. Vous avez des questions? Comment vous avez fait pour vous laver, en fait? On ne se lavait pas. Je peux vous dire qu'à Birkenau, je ne me lavais pas. Je me lavais uniquement que quand on nous emmenait à la désinfection, et ça arrivait une fois par mois, peut-être, et encore. Vous mangez combien de fois? 2 fois ou 3 fois par jour? Toutes les heures. Non, je blague. Alors, je vais vous le dire. Le matin, le réveil, à 3h30 du matin, on nous réveillait. Il fallait tout de suite être dehors pour être à l'appel. Elle nous compte assez vite. Après, alors, elle va vous emmener
chercher le café. C'est de l'eau qui a la couleur d'un peu de café. À 6 heures du soir, on retourne d'où on vient. Quand l'appel est terminé, qu'enfin le compte est bon, alors là, c'est là le repas du soir qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que le repas du soir? Est-ce que vous vous rappelez un pain, les pains de nuit, hein, c'est grand comme ça à peu près. Hein. Eh bien, on le coupe en 8. Ça vous fait une grosse tranche de pain. Une grosse tranche de pain épaisse comme ça, vous voyez, voilà à peu près. Et sur cette tranche de pain, il y a une tranche de margarine. Peut-être que votre génération va être différente des nôtres. Nous, on n'a pas réussi ce qu'on avait dit, plus jamais ça. On n'a pas réussi ça. Mais peut-être que vous allez le réussir. Et ils ont fait des choses affreuses, c'est nazi, c'est SS. Il y en a encore qui disent que ça n'a pas existé. Et moi, je compte sur vous pour que, si vous entendez quelqu'un qui dit ça, c'est de nous défendre. Face à la confusion et au désordre identitaire de ces élèves, nous poursuivons notre enquête. Cette fois, nous les interrogeons sur leur lien à la France et sur la façon dont ils vivent leur appartenance au pays qui a accueilli leurs parents ou leurs grands-parents. Est-ce que vous pouvez lever le bras, ceux qui sont français, ceux qui ont la nationalité française? Tu as la nationalité française? Tu peux lever la main. Qui se sent français? Donc les autres, non? Les autres, non? Si je comprends bien, vous avez tous la nationalité française? Et personne ne se sent français. À part... Alors, toi, sauf toi, pourquoi? Déjà, tu vas nous écouter. Écoutez, dans ma tête, je suis blanche. Je suis une blanche. Et, voilà. Et c'est quoi le lien en fait? Pour être français, il faut être blanc. Oui, c'est ça. Je sens en moi que je suis pas entièrement français. À l'intérieur de toi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu es quoi alors? Tu te sens quoi plutôt? Noir. Il y a deux catégories de Français. Il y a les Français, les vrais blancs, les Français. Et les autres, ceux qui ont la nationalité française, mais ils ne sont pas français. Mais c'est qui les Français pour toi? Les Français? Ouais. Les Français, c'est les blonds aux yeux bleus, qui n'ont jamais rien fait, qui sont propres. Moi, je suis d'abord indien avant d'être français. Avant d'être français? Ouais. D'accord. Mais c'est pas l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais dans ma tête, c'est ça. C'est d'abord mes origines, après le pays d'accueil. Enfin, d'accueil, le pays où je vis. Tu es né en France ou... Quand on vit dans une famille où on vit comme dans le pays d'origine, de notre origine, on ne sent pas trop français. Déjà, on parle arabe, on parle tous arabe, et après, décoration, même décoration. À la maison, on parle arabe? Voilà. Donc si on parle arabe, on peut pas se sentir française. Si, c'est pas ça, c'est que voilà, on se sent c'est pas comme si on se sentait pas comme en France. Peut-être que je vivrais chez moi, je pourrais dire que dans mon propre chez moi, je pourrais dire que je me sens comme une Française. Mais... À force de nous faire croire qu'on n'est pas français, ben on va se sentir, on se sent exclu. J'ai choisi d'être algérien, monsieur. D'accord. Est-ce que tu connais l'Algérie? Oui. Tu es allé plusieurs fois? Oui, j'y vais tous les étés. Et ça veut dire quoi être algérien pour toi? Je sais pas, avoir des parents algériens. Donc en fait, tu es là provisoirement? Ouais. Pourquoi tu veux aller vivre en Algérie? Tu aimes l'Algérie? Ouais, j'aime beaucoup, je préfère l'Algérie que la France, mais pour le travail et tout ça, c'est mieux là, c'est mieux de rester ici. J'irai vivre en Algérie quand je serai vieux, c'est sûr ça. Parce que tu te sens pas bien ici? Non. Pourquoi? Je sais pas. C'est les gens d'ici, hein. C'est pas le pays, hein. C'est les gens. Les gens, c'est qui? Après des interventions dans plusieurs établissements, nous avons décidé de nous concentrer sur le lycée professionnel Théodore Monod à Noisy-le-Sec. Dans cet établissement, de plus de 850 élèves, nous avons été accueillis par un groupe d'enseignants menant depuis des années un travail remarquable sur le vivre ensemble. Qui est français? Qui a la nationalité française?
Je me sens français parce que je suis né ici, j'ai grandi ici. Bah, je vais à l'école, tu vois, mais je me sens pas français parce que c'est pas la même culture déjà. Par exemple, chez moi, on parle pas le français, on mange pas les mêmes plats. Si je me marie avec une Française, voilà. Je sais pas, ça fait évoluer. Une Française marocaine ou... Non, je sais pas encore. Moi, je me sens française un petit peu. Pas totalement. Parce qu'entre nous, on se voit pas comme français en fait. Donc, si on voit un arabe, on va pas lui dire t'es français, on va dire t'es marocain ou t'es tunisien. Pour moi, il y a deux types de France en fait. Je pense qu'un jeune Français, il est plus ou moins bien scolarisé, bien encadré. Mais toi, tu es scolarisé. Oui, moi je suis scolarisé, mais les écoles en banlieue, par exemple, c'est pas pareil. En banlieue, en fait, on nous regroupe tous au même endroit. Par exemple, déjà dans le lycée, si vous voyez des vrais Français pure souche, il n'y en a pas beaucoup. Quand vous voyez dans la ville, on est tous regroupés en fait. Ils nous regroupent au même endroit. Et ce qui fait que nous, on ne peut pas se sentir français aussi s'ils font ça. Quand on va dans les cités, c'est normal qu'on les regroupe parce que s'ils font leur sauvagerie, ils sont là. Non, je suis désolée. Sérieusement, moi, j'habite pas en cité, hein. J'habite en privé, dans des résidences privées, mais quand je vais dans les cités d'à côté, c'est juste n'importe quoi. C'est comme moi, par exemple, dans ma résidence, il y a des Renois. Il y a des Renois, des Arabes et tout. Mais t'inquiète pas que c'est hyper propre. Mais je suis désolé, quand les jeunes vendent de la drogue, etc., c'est parce qu'ils sont persécutés, ils ont pas de boulot. Et c'est pour ça que nos parents ils vivent ici dans ces bâtiments. Ils n'ont pas les moyens et ils essayent de s'en sortir. Et même leurs enfants, ils ne peuvent pas les aider parce qu'ils vont à l'école. Maintenant, s'ils n'ont pas de travail, il y a Pôle emploi. Ça sert à quoi? Il y a Pôle emploi, ils cherchent du travail, ils se présentent bien. La drogue, on leur a pas demandé de vendre ça, hein? Pôle emploi, t'as un CDD 3 mois après de la plus tard. Ok, d'accord, mais même, faut chercher. Faut chercher, mais même avant ça, à l'école, tu peux reprendre l'école même si t'as 25 ans. Tu peux reprendre tes études, essayer d'avoir des diplômes. Si t'as pas le choix. C'est bien beau d'aller à l'école, c'est vrai, c'est bien l'école. Mais quand tu vois que tu vas à l'école et que chez toi, il y a le frigo qui est vide parce que ta mère, elle peut pas, elle fait tout pour réussir et elle peut pas parce qu'elle a pas de moyens, et bah t'as pas le choix. Tu peux que de voler, vendre de la drogue ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est comme ça. Pour sentir que l'on appartient à une communauté, que l'on est d'une communauté, il faut sentir que la communauté vous regarde avec confiance. Et là, il me semble que nous avons un problème spécifiquement français, qui est que par sa construction historique, la France, comme nation, doit beaucoup à la construction de l'État. C'est l'État qui a construit la nation française, c'est une caractéristique. Et qui, de manière générale, par cette puissance publique, par les élites qui la représentent, hein, la façon dont elle parle en quelque sorte, eh bien, exprime de la défiance. Et pas simplement de la défiance à l'égard des enfants d'immigrés, hein, de la défiance à l'égard des provinciaux aussi. C'est-à-dire que les jeunes que l'on interroge aujourd'hui savent que l'on porte aussi sur eux un regard de défiance. Et c'est aussi parce que notre pays ne sait pas aimer son époque, ne sait pas la comprendre, l'accepter, y entrer, que nos jeunes sont amenés à avoir le sentiment qu'ils ne peuvent pas être tout à fait de ce pays parce qu'ils se sentent fortement de leur époque. Une des réponses aux problèmes que vous décrivez, de ce mal-être identitaire commun, se trouve sans aucun doute dans la manière dont nous discutons ensemble. Et il y a deux choses qu'il est urgent de réformer, et ça peut se faire ensemble, hein, ce n'est pas des lois, ça, hein, c'est nous qui devons le décider. C'est d'une part, réapprendre à ne pas être d'accord entre nous, tranquillement, posément. On est en train de ne plus savoir être en désaccord entre nous. Les désaccords sont exprimés de façon extrêmement brutale. Et deuxièmement, retrouver le goût de la vérité des faits. Les jeunes ont été invités à assister à la commémoration du 11 novembre à la Grande Mosquée de Paris. Cette cérémonie rend hommage aux 87 000 musulmans morts pour la France
durant les 2 guerres mondiales. Beaucoup de petits-enfants ou arrière-petits-enfants de ces soldats sont aujourd'hui des citoyens français. Nous sommes ici pour honorer la mémoire de tous les musulmans morts pour la France. Aux morts! بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bon, je suis commandeur de la Légion d'honneur, donc je suis très fier, voilà, c'est ça qui est bien. Et puis, comme j'ai été blessé, j'ai une pension d'invalide également. Mais je pense que j'ai fait mon devoir, simplement. Monsieur, et c'était comment le sentiment quand vous avez entendu que vous avez gagné la guerre? On s'est précipité sur le sol, on embrassait la terre. Et on avait, la plupart d'entre nous, ils n'avaient jamais vu la France, mais c'était la mère patrie. Moi, je n'avais jamais vu la France non plus. Oui. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Il y avait un officier musulman qui était avec moi. Et qu'après, il a été démobilisé. Et à un moment donné, ses frères m'ont téléphoné, j'habite Versailles, m'ont téléphoné en me disant, si vous voulez voir le commandant, il faut que vous veniez tout de suite à l'hôpital. Mon ami est décédé à ce moment-là. Je l'avais tenu comme ça, et il est décédé. Et comme il n'y avait personne, c'est moi qui ai récité la shahada. Moi, je revis ce moment-là, et comme cette femme n'était pas là pour le faire, comme on doit faire pour tout bon musulman, j'ai récité la shahada. Et nous sommes contents de vous voir autour de nous, mesdemoiselles. Et nous aussi, on est très heureux de vous avoir rencontré, c'est un honneur. Merci infiniment. Oh, madame, c'est un plaisir pour nous. Les premières générations des immigrés coloniaux ou post-coloniaux viennent en France pour y travailler. Donc, dans le fond, leur problème, c'est de travailler dans la société française, adopter la langue de celui qui accueille, et en même temps, dans l'espace privé, de conserver une mémoire faite de fidélité. Puis ensuite, il y a une seconde génération qui, elle, progressivement se détache, disons, de cette fidélité, ou tout au moins la minimise, et, entre guillemets, s'intègre. C'est-à-dire que pour eux, le problème, c'est de rentrer dans la société et d'y occuper, disons, des fonctions sociales valorisantes, à la différence de leurs parents, qui, eux, remplissaient des tâches très, très difficiles, pénibles, dévalorisantes. Et puis, il y a la troisième génération. Parce que cette troisième génération, ou même quatrième génération, le problème est le suivant. Elle ne veut pas, entre guillemets, entrer, puisqu'elle considère qu'elle est déjà entrée. Mais si elle regarde la situation sociale ou culturelle des pères qui, eux, ont désiré y entrer, et qu'ils voient un échec, disons, de cette entrée, alors ils vont aller à la recherche d'une origine qu'ils vont s'inventer, fantasmer, qui est celle des grands-pères. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer une origine, sans même connaître d'ailleurs l'histoire réelle de ses pères ou de ses grands-pères. Et ils la fabriquent. Pour mieux connaître ces élèves, nous avons voulu les interroger en dehors du groupe que compose la classe. Certains ont accepté de nous accueillir chez eux. Moi, je vois mon fils, il est à l'école. S'il n'a pas l'école, il va où? Si moi, je lâche, ou le père, il lâche aussi, ils vont où? Parce que le jeune, quand il a moins de 16 ans, c'est les parents. Mais quand ça dépasse 16 ans, avant, moi, j'habitais la cité, il y avait une maison des jeunes. Ils l'ont démolie. Et ça fait des années qu'il est plus cette maison. Depuis 1995, il est plus ou 16. Où ils vont partir ces jeunes? Alors, soit ils fréquentent d'autres, ils sont enfermés chez quelqu'un ou pour chercher,
Maintenant, il y a l'Internet. Facebook, ça joue un rôle important dans le sens où on peut être approché sur Facebook. Une amie à moi aussi, elle ne s'est pas approchée. Juste parce qu'elle a mis une photo représentant le Coran, alors que, elle pratique sa religion tranquillement chez elle. Et elle s'est faite approcher par des jeunes comme ça. Oui, Salam, est-ce que tu souhaites nous rejoindre? Enfin, ils lui ont promis des choses. On ne peut pas forcer une personne à faire la prière si elle n'y croit pas, elle-même. Ça fait qu'il faut laisser la personne avoir la foi. Et ça m'arrive aussi d'aller à la mosquée de temps en temps entre amis, et je le fais de mon plein gré. Il n'y a personne qui me force. On est libre. Souvent, quand on dit français, on pense tout de suite à des chrétiens. Moi, je trouve. Non. Si. Moi, c'est mon avis. On peut être musulman, c'est vrai, mais quand on entend français, souvent la religion, souvent la religion, pour moi, c'est des chrétiens. Chacun pense peut-être autrement, mais moi, je pense que le moment où on est né en France, même si on est juif ou noir ou arabe ou chinois ou tout, mais on est français, moi, je pense. Vous m'avez pas compris. Pourquoi je suis français, c'est pas genre nationalité, c'est français de pure souche, d'origine. Elle a raison, ta mère, parce que si toi, tu décides pas de te sentir française comme une noire musulmane, les autres, ils vont profiter de ton sentiment. Vous êtes pratiquant, vous pratiquez la religion? Ouais. Jusqu'à quel point? C'est-à-dire, est-ce que tu fais les prières, tu fais le ramadan? Non? La prière, le ramadan, le vendredi quand j'ai pas école, je vais à la mosquée des fois, mais... Et ton papa, votre mari, est pratiquant aussi? Très pratiquant. Lui, il est fond dedans. Avant, je l'ai envoyé au cours d'arabe. J'ai dit que pour apprendre à bien lire, bien faire la prière et respecter les religions bien. Mais depuis que je vois des choses à la télé, les jeunes surtout, Les attentats? les attentats partout, j'ai hésité, donc on les retirait. Je connais des personnes qui sont parties au cours d'arabe. En fait, on leur a appris que les musulmans, ils étaient détestés, que donc il fallait s'aimer entre nous. Et souvent, leur avis, c'est négatif. Ils disent que, par exemple, on est dans un pays où on ne peut pas pratiquer tranquillement sans que les autres ils nous pointent du doigt. En fait, ils nous apprennent... Il y en a, ils ne savent pas peut-être, mais indirectement, ils nous apprennent que... que notre religion, elle n'est pas aimée, tout ça. Ils parlent que de ça. Et du coup, il y en a, après, ils se renferment, ou je sais pas, ils deviennent fous. Et après, ils se font des idées. Et de là, ils commencent à faire des recherches sur Internet, sur le djihad, tout ça. Et après, il y en a, c'est de là qu'ils partent faire n'importe quoi. Maintenant, c'est mon mari qui les apprend à la maison. C'est lui qui est imam à la maison. Nous, on est derrière, lui, il est devant. Avec tous les enfants? Avec tous les enfants. Et sinon, toi, tu n'as jamais eu envie de porter un foulard? Je vais le mettre vers 30 ans. 30 ans, 35 ans. Pourquoi? Parce que moi, pour l'instant, je vais faire plein de coiffures. Je sais pas, je vais sortir. Parce que en fait, le foulard, c'est pas juste le foulard. Faut éviter tous les endroits où il y a des garçons. Ne pas se mélanger. Par exemple, à la piscine, même le cinéma, je crois, on n'a pas le droit. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Et moi, je peux pas ne pas faire ça maintenant. Moi aussi, j'ai envie de mettre, mais j'hésite. Vous hésitez? Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime bien sortir. Piscine, soirée, aller danser. Je m'appelle Arafat, je viens de Bangladesh. Mon père était opposant politique au régime. Et à l'âge de 14 ans, j'ai été kidnappé par ses ennemis. Et mon père il a décidé de m'envoyer en Europe parce que la situation devenait trop dangereuse pour moi. Et mon père il a payé 11 000 € à un passeur pour qu'il m'amène en Europe. Mais le passeur il m'a envoyé avec les bus, les bateaux, les camions, tout ça. Pendant, je crois, 15-20 jours, j'étais dans le bateau.
Et j'ai presque rien mangé. J'ai mangé ce que j'ai trouvé. Par exemple, tu manges une pomme et 2 jours, tu ne manges pas. Tu ne manges rien du tout. Tu vois? Et parfois, tu trouves un carotte quelque part, tu manges et tu ne manges pas pendant 3 jours. Et un jour, ils nous ont dit qu'on est arrivé. Je ne savais pas dans quel pays j'étais. J'ai passé ma première nuit dans un parc à côté d'un hôpital. Le jour d'après, quelqu'un m'a dit tu es à Paris. Je parle pas la langue, je parlais pas la langue française. Et je suis allé dans un commissariat. J'étais à Bobigny. Et je les ai demandé pour m'aider, tout ça. J'ai resté la nuit dans le commissariat. Et le lendemain, ils m'ont appelé à la Croix-Rouge française. Et les Croix-Rouge, ils m'ont emmené dans un foyer, dans un hôtel. Et voilà. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans et demi. Quoi? Il est sérieux? Là, t'as quel âge? Là, j'ai pas 20 ans, mon décembre. Comment t'as appris à parler français? Quand je suis arrivé, je parlais pas, même pas un mot. Même pas bonjour, même pas merci. J'ai appris ici, au lycée, avec les gens que j'ai rencontrés, tout ça. Après, je me suis inscrit ici. Je suis entré dans une classe d'accueil. J'ai rencontré des gens, les professeurs qui sont trop sympas. Quand tu étais en classe d'accueil, tu es un des rares qui est passé directement en seconde en cours d'année, parce que tu avais des très bons résultats. Que représente l'école pour toi? L'école, pour moi, c'est la liberté. Et finalement, tu es content d'être en France? Oui, je suis très content d'être en France et ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, je serais très heureux d'être français. Allô? Allô, Bou? Allô? Beaucoup de nos jeunes élèves nous ont dit que l'une des raisons qui les empêche de se sentir français venait de leurs habitudes culinaires. Aussi, nous avons voulu les titiller en leur faisant vivre une expérience décalée avec une vraie Française, comme ils disent, coach en savoir-vivre, et qui leur apprendra les bonnes manières à table. Se sentiront-ils un peu plus français à l'issue de cette expérience? Alors, comment on s'assoit? C'est quand même à l'homme de tenir le fauteuil de la femme pour l'aider à s'asseoir. Si, ici, on considère que je suis chez moi et je vous invite à dîner, qui va s'asseoir le premier ou la première? On dirait les invités. Eh bien non, ce sera moi, la première, qui vais m'asseoir. À partir de ce moment-là, les femmes s'assoient, les hommes en dernier. Autour de cette table, moi qui suis la plus âgée, je suis la seule à avoir le droit de mettre un coude comme ça sur la table. Pourquoi les femmes, elles ont le droit et pas les hommes? Les femmes ont le droit, les femmes mariées ont le droit de faire ça discrètement, élégamment, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à vachie, hein. On a le droit, on fait discrètement. C'est pour montrer les bagues, donc le niveau social. La femme, depuis toujours, est terriblement importante. C'est la plus importante. Donc c'est elle qui entre la première dans une pièce, c'est elle qui s'assoit la première. Oui. Mais ce qu'on apprend là, c'est plus beaucoup pratiqué au jour d'aujourd'hui? Toujours pratiqué. Ah non, moi je vous apprends du 2015. Hein. C'est pas quelque chose qui est inventé. Alors, je vais vous expliquer comment on tient une fourchette. Après, je passerai autour de vous pour vous aider. Alors, une fourchette, ça se tient comme ça. On pique. Donc, l'index est là, on pique et on porte à la bouche. Ah, comme ça? Et c'est pas vous qui vous baissez, d'accord? Vous prenez, vous piquez, paf, comme ça, et vous portez à la bouche. Non, comme ça. Regardez. Comme, je prends la fourchette, ok? Regardez, je prends la fourchette, je la prends, hop. Vous la prenez bien en main, hop, et je mets l'index. Okay. Donc vous pouvez la prendre à droite comme à gauche. Le problème, c'est de bien tenir la fourchette.
Et ne mettez pas les mains. Voilà, plus comme ça. Ok. Mais ça va. Non, j'en rajoute un petit peu pour que vous puissiez, voilà, monter à la bouche. Parfait, parfait. Mais voilà, ça c'est très bien. C'est de lâcher le couteau. Lâchez votre couteau. Lâchez votre couteau. Vous mangez pas? Alors, bonne question de la part de Tiffany. J'en profite pour faire un petit cours en même temps. Vous mangez pas. Est-ce que vous trouvez que c'est excessivement élégant de poser cette question? Comment ça? C'est la manière dont je l'ai posée ou c'est la question qui vous gêne? Ça ne se dit pas. Si vous avez envie de savoir pourquoi, vous ne dites pas ça. Vous dites, mais vous ne dînez pas, vous ne déjeunez pas. Par exemple, je vais déjeuner avec Arafat. Je vais dîner avec Ilyas. Pourquoi? Parce que c'est une faute de français. Attention, Tiffany, vous n'êtes pas la seule, tout le monde l'a fait. Tout le monde. Alors j'en profite pour vous donner un petit cours là-dessus. C'est que c'est une vraie faute de français. Parce que c'est un verbe transitif. Et d'ailleurs, les seuls qui ont le droit de manger, c'est qui à votre avis? C'est vous. Non. Non. Ce sont les animaux. Ce sont les animaux. Ah, désolée. Ah, d'accord. Les élèves ont été très attentifs et respectueux dans cet univers qui leur est totalement étranger. Qu'ont-ils retenu de cette expérience? Comme elle nous a montré comment on mange tout ça, et je pense qu'on dirait on est des robots. On mange comme des robots, on bouge pas trop. Voilà. C'est un peu difficile pour nous. Moi, franchement, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'était un peu pas coincé, mais j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, on doit toujours bien se tenir, bien, enfin, on peut pas être complètement à l'aise. On n'est pas nous, on est quelqu'un d'autre, on est rentré dans la peau de quelqu'un d'autre, pas nous. Il y a beaucoup de choses à retenir, comme on ne doit pas donner le dos à son voisin de gauche, on doit parler avec les deux voisins en même temps. Avant, ils faisaient tout ça, ils avaient du courage. Nos jeunes quittent leur banlieue pour se rendre à Paris équipés d'une caméra et d'un micro. Ils veulent interroger les Parisiens, qu'ils désignent comme de vrais Français, sur leur sentiment d'appartenance à la France. Est-ce que vous vous sentez français? Ouais, on va dire par moment et parfois pas. Et pourquoi? Comment dire, on me fait sentir quoi. Et on vous le fait sentir comment en fait? Partout, par tes regards en fait. Comment dire, on sait qu'on voilà, on n'est pas chez nous quoi. Ça se voit. Quand j'ai vu avec d'autres personnes, quand ils nous disaient que pour eux c'était difficile d'être français par rapport au regard des gens, par exemple. Mais vous pouvez pas dire que c'est difficile d'être français par rapport au regard des gens. Est-ce qu'on lit, est-ce que c'est écrit français sur le visage de quelqu'un? Mais non, bien sûr que non. Il y a des Français de type asiatique, noir. Français, ce n'est pas une couleur de peau. C'est tout ce que je peux dire. Merci monsieur. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est toi qui intercepte. Si, quelqu'un. On demande de monsieur. Non. Pourquoi? Parce que j'adore la France. C'est le plus beau pays du monde, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le plus beau pays du monde. Il faut que tout le monde en soit conscient. D'accord. Et la grande question, c'est est-ce que, pour vous, c'est quoi d'être français? C'est quoi d'être français? C'est d'être fidèle à la République, de respecter ses lois et d'aimer tout ce qu'elle nous donne, d'être reconnaissant à tout ce qu'elle nous donne. Voilà. Non, mais c'est quoi pour vous être français? Je pense que la définition est différente pour tout le monde, je ne sais pas, c'est peut-être pas à moi qu'il faudrait le poser, que j'ai 75 ans et je l'ai toujours été, je veux dire, bon, c'est peut-être plutôt, excusez-moi, mais des gens comme vous. D'accord. Et est-ce que vous... Et vous, c'est quoi? Pardon? Et vous, c'est quoi? Moi, je me sens française et je Et suis ben française. voilà, voilà, vous avez les réponses, vous. Et c'est pour vous que c'est important. Moi, j'ai fini. D'accord, J'ai presque fini. Merci, madame. Bon. Dans quelle classe? Je suis en terminale. Alors en fait, je voulais savoir de quelle nationalité vous êtes. Français. Et toi? Française aussi. Ah oui. Et toi? Française. Et toi?
Français. Ouais, tout le monde est français ici. Oui. Et après, je voulais savoir aussi, est-ce que vous vous sentez français? Bah oui, je me sens français. Et toi? Pareil, moi aussi. Et toi? Non? D'accord. Et je veux savoir, pour vous, c'est quoi d'être français? Être français? C'est quoi? Être français, c'est parler français, c'est penser en français, c'est vivre en France. C'est, je sais pas, c'est tout l'univers dans lequel j'ai grandi, dans lequel je vis. C'est aussi avoir la nationalité française. Puis je sais pas, c'est vaste quoi. C'est peut-être aussi descendre dans la rue quand Charlie Hebdo a été attaqué et combien des millions de gens quoi, qui sont descendus. Et puis quand le même genre de crime est commis au Danemark, bah quoi, il y avait 300 personnes dans la rue à Paris. C'est exactement aussi scandaleux, mais il y en a un qui s'est produit en France. Alors on se sent davantage touché, voilà, parce que ce qui est plus proche de nous, nous touche davantage. Et pour vous, c'est quoi d'être français? Le français, pour moi, oui, c'est quoi? C'est pas la couleur, c'est le cœur. C'est tout. Et après, c'est tout. Bien, merci, au revoir. Il y avait vraiment un grand décalage avec le lycée, enfin dehors et au lycée, parce que ouais, ils étaient vraiment fiers en fait. C'était vraiment, on ressentait de la fierté. Moi j'ai beaucoup apprécié aussi parce que en fait c'était intéressant de voir le regard extérieur en fait. On m'a parlé comme si on parlait à une autre personne quoi. Enfin il n'y avait pas d'a priori ou de ouais parce qu'elle est de couleur alors je vais pas lui parler. Non il y avait des gens pressés mais à part ça non. Ils nous ont parlé comme s'ils parlaient avec leurs amis ou avec voilà quoi, avec leurs enfants. Je sais pas. Aujourd'hui, j'aimerais que vous me parliez des événements de la semaine dernière. Je parle bien sûr des attentats, mais aussi de la marche de dimanche. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé? En fait, moi, j'ai trouvé que le journal Charlie, il avait un peu abusé sur leur caricature, mais c'était pas une raison de tuer, en fait. En fait, moi, il y a deux choses qui m'ont pas plu. C'est déjà qu'ils critiquent autant les religions, qu'ils se permettent de critiquer autant les religions, et que les personnes qui se permettent de faire justice eux-mêmes en tuant les personnes qui critiquent, alors qu'ils devraient faire des débats ou essayer de trouver des solutions ou ignorer. En fait, il faut savoir, parce que d'un côté, on nous dit oui, liberté d'expression, tout ça, ils vont... Par exemple, là, ils ont critiqué les musulmans, bon, ils critiquent aussi les chrétiens. Mais par exemple, quand Dieudonné il fait un sketch sur les juifs et qu'après ça c'est censuré ou ils le font pas, ils annulent ces sketchs, il faut savoir liberté d'expression. Soit on fait, si tout le monde a la liberté d'expression, soit on arrête à un moment. Est-ce que tu arrives à voir quand même une différence entre ce que fait Dieudonné et ce que faisait Charlie Hebdo? Est-ce que tu arrives à voir quand même? Dans tous les cas, ça reste de la caricature. Pour moi, c'est... Il faut ce qu'il veut. Pas de la caricature. Non, mais... Alors, oui, Kenza. Dieudonné, il est raciste, mais à ce que j'ai entendu, Charlie Hebdo, ils faisaient des caricatures et tout ça, mais ils n'étaient pas forcément racistes, au contraire. C'était leur métier. C'était un métier comme les autres. Mais bon, ils ont abusé quand même. Enfin, c'est sûr que ce qu'ont fait les terroristes et tout, tuer les gens pour ça, c'est... Enfin, c'est pas bien, mais faut assumer. C'est tout qu'ils ont. C'est tout simple ambigu. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Parce qu'à un moment donné, il faut assumer, sous-entendu, c'est un peu grave, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais ce que je veux dire... Ils n'ont pas mérité, mais... Non, mais c'est pas mérité, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas normal de tuer des gens. Non, c'est pas normal de tuer des gens pour faire des caricatures et tout. Mais quand je dis qu'il faut assumer, c'est qu'à un moment donné, on sait ce qu'il va avoir après. Parce que c'est pas la première fois que ça se passe. C'est parce que... Quand je dis qu'il faut assumer ce qu'ils ont fait, on leur a donné le droit de faire ça en fait, tu vois. Donc tu peux pas, eux, leur en vouloir. Dans le sens où c'est pas eux, on leur a pas interdit de faire la chose, tu vois. C'est-à-dire qu'ils leur ont laissé faire les choses. Et ça n'a pas été condamné ce qu'ils ont fait. Donc ils sont pas hors la loi de faire ça, tu vois. Alors juste une chose.
ils ne sont jamais attaqués au prophète. Ils ne s'attaquent pas à la personnalité ou à ce qu'il Ouais, mais représente. ils s'attaquent aux Ils croyants. s'attaquent au Donc en fait, symbole. on se fout de notre gueule, normalement, on crache comme ça, concrètement. Ouais, mais on se fout de notre gueule, de tous les croyants, comme si on était des gros cons, concrètement. Je suis désolée comment je parle. En fait, on est des petits cons, on est des moutons, on suit, mais on doit respecter. Quand je vois des gens qui parlent des juifs et compagnie, et qui sont censurés pour des trucs comme ça, et qu'on laisse faire ça, c'est pas de la liberté d'expression. Je suis désolée. Là, on ne s'attaque pas à une religion. Bah, On si, s'attaque c'est ça. à un groupe de personnes en tant que personne. Voilà, Si on commence à critiquer des juifs avec des mots qui sont assimilés à ce qu'on appelle l'antisémitisme, parce qu'on Oui, mais à chaque fois qu'on va parler- Pardon, juste, parce qu'on les canarde eux, parce qu'ils sont eux, de la même façon, si on critique des musulmans, en tant que musulmans, on les insulte, c'est interdit par la loi. Moi, je regarde pas si les juifs, si les musulmans ou pas, c'est juste la mort de personnes, ça... Voilà, après, on me dit les juifs étaient musulmans, il a les tué parce que voilà, il était musulman, ça lui a pas plu. Moi, je m'en fous carrément de ça. C'est juste qu'ils ont tué, c'est tout ça le seul truc. Charlie Hebdo, par exemple, j'avais jamais ouvert ce journal, je m'en fous de Charlie Hebdo, sincèrement. Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est juste la mort c'est pas justifiable, c'est tout. Et les juifs, pareil, dans le magasin, dans le truc cachère là-bas, pareil, c'est juste la mort des gens. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. Pourquoi ils ont fait 1 minute de silence le lendemain de l'attaque, là? Et quand il y a eu le truc de bord de Vincennes, on n'a plus jamais fait de minute de silence. Comme vous avez dit, on a le droit de critiquer les religions, mais le résultat, c'est quoi? C'est 13 ou 14 morts. Bah, à quoi sert ce droit-là? On dit qu'on critique le racisme, c'est condamné. Et la religion, c'est pas condamné, c'est normal de parler des religions comme on veut, de faire du n'importe quoi, des caricatures, de je ne sais pas quoi. Ça touche toutes les religions, ça touche pas que l'islam. Et il y a des gens respectés, il y a une majorité de croyants en France, et je sais pas, il faut respecter les choses. Donc qui passe pas de loi pour ça, moi je suis pas d'accord, c'est tout. Et la liberté d'expression en France, on n'est pas libre de dire ce qu'on veut de toute façon ici. C'est tout. Tu sais combien Charlie Hebdo a fait de caricatures sur les musulmans? Enfin, c'est d'ailleurs pas sur les musulmans, c'est sur Mahomet en 20 ans. Non. Tu dirais combien? Heureusement, je sais pas. 7. Ah bon? 7. La caricature, finalement, dans le temps, elle avait concerné toutes les religions et que ce qu'il faut comprendre, et je sais que c'est difficile, mais il faut, en tout cas, peut-être pas le comprendre, mais l'accepter, puisque c'est comme ça aussi que ça a été jugé, c'est que ces caricatures, c'est pas des caricatures sur les musulmans, c'est des caricatures sur la religion, sur le rabbin, sur la croix, sur Jésus, sur le pape, sur quand il y a des caricatures de Charlie Hebdo sur les papes pédophiles. C'est pas toute la religion catholique qu'on veut. C'est le parti pris d'un journal comme Charlie Hebdo de dire nous, on n'aime pas les religions. Et est-ce que tu comprends que je suis Charlie, ça veut pas dire je suis pour caricaturer le slogan qui a eu lieu après les événements, c'est plutôt pour dire je suis contre le fait qu'on assassine des gens qui font des caricatures. C'est ça le message, je suis Charlie. Okay. Sur les caricatures, ben, ils blessaient quand même les gens. En fait, je vais pas dire qu'ils méritent quand même ce qu'ils ont eu, parce que ben, c'est pas bien de tuer les gens, mais je sais pas, d'un côté, on dirait qu'ils ont cherché. Et les 4 juifs qui sont morts le même jour, il y avait 4 juifs qui ont été assassinés ce jour-là à l'hypercacher et qui n'avaient rien à voir avec les caricatures et qui ont été tués par un ami des frères Kouachi. Tu sais qu'il y a des policiers qui ont été tués, mais t'as pas... Si, ça, je sais qu'il y a des policiers qui ont été tués, mais... Les juifs, non. Non, les juifs, ça t'avait échappé. Moi, ce qui me fait changer, c'est juste que je peux plus m'amuser. Quand j'envoie des photos, je fais attention. C'est vrai? Ouais, parce que si je dis trop, par exemple, j'écris départ en Syrie, bah, ils vont avoir peur. Tu veux dire que ça réduit ta liberté d'expression? Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce qui a réduit? Bah, les attentats. On a comme l'impression parfois que ce qu'on a construit avec nos élèves va retomber comme un château de cartes parce qu'il y a un événement dramatique qui intervient et qui les bouleverse ou qui les perturbe. Donc nous savons que c'est un éternel recommencement de reprendre les valeurs, l'enseignement, les impliquer dans les projets de citoyenneté. Ça, c'est un travail quotidien et je dirais pérenne. Est-ce qu'il vous arrive de baisser les bras ou est-ce qu'il vous arrive aussi de vous sentir seul? Sur la question de se sentir seul dans une classe, c'est marrant, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Par contre, la question que je me pose souvent, c'est quel est mon rôle? Et là, pour le coup,
par rapport à ce qu'on me demande dans ma formation d'enseignante, c'est tout à fait... c'est pas exactement en fait ce qu'on m'avait dit en fait, comment on m'avait vendu la chose. Je me suis sentie seule face aux institutions, dans le sens où qu'est-ce qu'on nous demande, qu'est-ce qu'on attend de moi? Est-ce qu'il faut absolument que je termine le programme, ou est-ce que je dois dire ces jeunes, je vais les accompagner à devenir des individus qui vont se construire dans l'environnement et la société dans laquelle ils vivent. Me sentir seule? Non, je ne me suis jamais sentie seule. Baisser les bras, être démoralisée, ça m'est arrivé plein de fois, bien entendu. Je veux dire, c'est notre quotidien, c'est tous les ans comme ça. Comme je vous dis, c'est un éternel recommencement. Il m'est arrivé de claquer la porte et de laisser les élèves en plan parce qu'ils sont ingérables. Ils ont un comportement incroyable, je veux dire, ascolaire. Ça m'est arrivé. Mais c'est avec cette classe-là que je vais travailler un projet. C'est-à-dire que sur le moment, je claque la porte, je pleure un bon coup, mais ensuite, je vais trouver une solution. Et la solution, elle aboutit. Au fil des mois, nous avons constaté que certains jeunes commençaient à s'accepter en tant que Français et à se délester de leurs préjugés. Mais les attentats de janvier ont révélé à quel point le travail accompli reste fragile. Les blessures identitaires, la confusion et l'antisémitisme ont refait surface. Comment notre société peut-elle répondre aux failles et aux blessures de cette jeunesse qui lui échappe? C'est la fin de l'année scolaire. Les élèves passent leur bac. Certains d'entre eux présentent les projets réalisés avec les professeurs. À la rentrée prochaine, nous reprendrons nos interventions. Cette année, j'ai eu la chance d'aller en Espagne et au Danemark avec mon lycée. Grâce à ces voyages scolaires, j'ai découvert des nouveaux modes de vie et les gens différents de mon pays. J'ai aimé visiter Copenhague car j'ai découvert un autre pays européen et ses institutions.